Bonjour, nous sommes de retour sur le plateau du Forum des métiers à Blois. Bonjour Salomé. Bonjour Mathis. Donc aujourd'hui nous recevons deux personnes de Valio et Mécamicro. Mécamicro. Oui, Mécamicro, pardon. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Christophe Loin. Donc, je travaille chez Valeo, donc sur le site de Blois. Et donc, moi, c'est Thibaut Greff-Boulitro. Je suis l'ingénieur de développement chez Mécamicron. Alors en quoi consiste votre métier, chacun? Donc, moi, sur le site de Blois, donc chez Valeo, moi, je suis le responsable du système de production, donc qui est axé sur l'amélioration des performances de l'usine, hein, donc orienté notamment sur tout ce qui est gaspillage en termes de transport interne de flux dans l'usine, mais aussi l'amélioration des performances des machines. Et aussi, bien entendu, il y a la partie main-d'œuvre, ce qu'on appelle la main-d'œuvre, la partie humaine, qui est importante aussi chez nous. Et moi, je suis plus particulièrement en charge de tout ce qui va être procédé de développement et d'innovation. Donc, nouvelles technologies, nouvelles machines, les nouveaux produits, et principalement à l'heure actuelle, ce qu'on appelle la fabrication additive. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? La fabrication additive, très concrètement, c'est de l'impression en 3D. On va, au lieu de simplement usiner des pièces, ce qu'on appelle l'usinage conventionnel, où on vient enlever de la matière, là on a des machines spéciales qui vont nous permettre en fait, de créer une pièce à partir de rien, en imprimant des couches, différentes couches de matière métallique. D'accord. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier, tous les deux? Moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est qu'il n'y a pas de quotidien. Voilà, c'est ce qu'on appelle, il n'y a pas la routine. Voilà, donc c'est important. Tous les jours, ça change. Et l'avantage, c'est qu'on peut travailler sur ce qu'on appelle du moyen terme et du long terme en termes de stratégie. Et il y a toujours le contact humain, donc avec les différents services, que ce soit avec des opérateurs qu'avec d'autres services. Mais surtout que c'est toujours en mouvement. Donc on ne s'ennuie pas et c'est bien, on est impliqué, on s'implique et c'est ça qui est important, je pense. Je vais répondre exactement la même chose. Pas de quotidien, surtout à notre échelle, parce qu'on est une PME, on est 45 sur le site. Et moi, dans ma branche, je vais aussi bien gérer la partie technique, clientèle, machine, technologie, que le relationnel, la partie commerciale. Donc beaucoup de métiers transverses, beaucoup d'activités et jamais deux jours qui se ressemblent. Donc vous avez tous les deux beaucoup de responsabilités, j'imagine. Alors des responsabilités, on a des responsabilités bien entendu envers nos clients, déjà c'est une première chose, ça c'est important, mais aussi envers de tout notre personnel. Donc moi j'ai managé des gens pendant plusieurs années, maintenant j'en ai beaucoup moins, mais c'est important aussi et les responsabilités sont surtout aussi humaines et ça c'est important dans l'usine, hein, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas que des process, il y a des gens qui travaillent et c'est important aussi qu'ils travaillent dans un climat, on va dire, calme et ergonomique pour eux. Et ça a une importance beaucoup chez Valeo sur celui-là. Voilà, difficile de rebondir là-dessus, tout a été dit. Mais c'est vraiment, voilà, c'est quand même beaucoup de responsabilités. Moi, étant jeune ingénieur, débuté, je suis arrivé il y a 1 an et demi dans la société. C'était une création de poste sur une filière qui n'est pas encore très développée dans le secteur, encore moins sur notre domaine mécanique. Donc beaucoup de responsabilités, beaucoup d'attentes, aussi bien de la part de la direction que de la part de nos clients qui attendent des avancées et des solutions à très court terme maintenant. Et quelle formation avez-vous faite? Alors moi j'ai commencé, si on part du début, donc en sortie de troisième, j'avais le choix entre faire une seconde, comme beaucoup d'étudiants, ou bien partir sur un métier technique. Donc j'étais plutôt orienté assez mécanique, on va dire bricolage un petit peu. Donc je suis parti en fin de compte faire un BEP moi dans les matières plastiques, transformation des matières plastiques. Donc à l'époque c'était un métier qui était assez en vogue, parce que ça était dans les années 80. Et après, au fur et à mesure, au fil de l'eau, donc j'ai continué jusqu'à un brevet de technicien, un BTS. Et en plus de ça, un petit peu partout en France. Moi j'ai commencé en Bretagne et puis ensuite un petit peu dans la région parisienne. Après j'ai fait une maîtrise sur les matières plastiques, donc plus orientée sur l'écoulement des matières plastiques, ce qu'on appelle la rhéologie des matières plastiques, donc sur Saint-Étienne.
Et après, j'ai engagé sur une école d'ingénieur axée sur la production, donc aussi production, process, matière plastique, sur l'ISPA qui est à Alençon actuellement. Voilà. Alors moi, parcours plus court, plus classique. Après un bac S, pur. Un petit changement, je suis parti en médecine dans un premier temps. Ce qui m'a permis de me réorienter assez rapidement quand même pour retrouver ma voie qui était assez mécanique pure. Donc je suis parti en DUT génie mécanique et productique à Lille. J'ai obtenu mon diplôme. J'ai suivi bien évidemment des stages de fin d'études. Le premier qui m'a positionné sur la technologie additive. C'est la première fois que je voyais la technologie. À la suite de quoi, j'ai intégré une école d'ingénieur par apprentissage, pour laquelle j'ai passé 3 années d'école d'ingé et salarié d'une entreprise en tant qu'ingénieur méthode et process. Un séjour d'un trimestre aux États-Unis sur travailler sur les nanoparticules et les polymatériaux. Et au terme du diplôme d'ingénieur, un master spécialisé en innovation pour les PME. Vous nous avez parlé tout à l'heure donc, de l'évolution additive, La fabrication. la fabrication additive. Quels autres moyens vous avez en matière d'innovation? En matière d'innovation, tout est en matière d'innovation. Là, c'est une innovation de procédés de fabrication. Oui. On travaille actuellement aussi bien sur la refonte de nos process internes, flux de pièces, raccourcir les temps, utiliser les nouvelles technologies conventionnelles, de nouvelles machines plus performantes, réduire les coûts, réduire les temps, bien évidemment, d'optimisation continue, qui sont en cours de développement. Une grosse partie de numérisation, passage vraiment en numérique, de la conversion du simple papier avec tampon qu'on renvoie dans les différents services à des versions online pour accélérer les flux. Alors chez nous, en termes d'innovation, ça peut être sur le produit déjà, d'une part. Il faut savoir, Valeo, on est orienté sur beaucoup de produits, surtout, donc, bien entendu, c'est l'automobile. Mais on travaille sur tout ce qui est partie embrayage, l'aide à la conduite. Donc comme vous voyez, les systèmes déjà, par exemple, du stop and start, donc ça c'est important. Le système quand les voitures, donc vous arrêtez un feu et que elle s'arrête et ensuite vous redémarrez. Donc voilà, donc tout ce qui est système aussi d'aide à la conduite qui se gare toute seule. Voilà, donc beaucoup d'innovations dans ce domaine. Et aussi des innovations dans la partie projecteur dans les phares de voiture, là où c'est plus mon domaine, sur le site de Bois notamment, où là, comme vous voyez, même vous voyez dans les pubs à la télé, etc., qu'il y a beaucoup d'innovations sur ce sujet, en termes de design, du parle, mais aussi de technologie avancée dedans. Comme on voit maintenant, les systèmes de projecteurs, les phares s'orientent selon l'orientation du véhicule. Et aussi, on arrive à diminuer le faisceau lumineux sur une distance. Lorsqu'une voiture arrive en face, vous voyez que ça coupe pour éviter d'éblouir. Et bientôt, là, on commence à voir aussi des projecteurs qui ne sont plus avec des lampes ou des LED comme on a maintenant, mais avec du laser. Voilà. Donc ça innove beaucoup sur les produits. Et en parallèle de ça, on découle quoi? L'innovation sur les process, parce que pour, bien entendu, mettre en place ce type aussi de produit, eh ben, les process changent. Alors, parce que les process, donc, ça fait partie de l'industrie, et donc les machines, et ça aussi, donc ça fait améliorer au niveau de l'innovation, process et produits en même temps. Voilà. Alors j'imagine que vous avez des clients. D'où viennent-ils? Alors nous, principalement, on réalise à 95% des pièces pour l'aéronautique. On est sous-traitant rang 1 et ce qu'on appelle rang 2. Donc c'est directement rattaché au grand donneur d'ordre. On va travailler pour Airbus, Dassault, le groupe Goodrich, qui est un gros fournisseur aussi d'éléments. Après, c'est tous les grands groupes qui conçoivent soit des avions en direct, soit des sous-ensembles pour l'aéronautique. Donc Seigneur Hermeto, Aerospace, dans le voisinage. Alors chez nous, c'est toute la partie industrie automobile. Donc on va dire tous les clients sont acteurs de l'automobile. Donc vous retrouvez aussi bien des français, PSA, Peugeot, Citroën, Renault, mais on va au-delà. Donc on a Ford, on a Audi, Mercedes, on a même, ça va jusqu'à Maserati, Ferrari, etc. Donc on n'a pas, c'est l'ensemble, on va dire, des constructeurs automobiles. Voilà, on n'est pas orienté sur le système français, on est au-delà du monde, quoi.
Quelle qualité vous demande votre travail respectif au quotidien? Alors la qualité, il faut être pragmatique. Voilà. Pragmatique, il faut être rigoureux dans ce qu'on fait. Voilà. Toujours être à l'écoute aussi, c'est assez important. Il faut savoir se remettre en question, beaucoup. Et ça, c'est quelquefois on a du mal à le faire, mais ça se travaille. Et ça permet d'avancer. C'est ça qui est important, c'est que, comme je disais tout à l'heure, comme ça change beaucoup, on n'est pas dans le quotidien, donc c'est bien de pouvoir se remettre en question et ça avance, et notamment on avance en même temps que l'innovation. Donc je dirais que c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de rigueur, et puis changer ce qu'on appelle le mindset, changer l'état d'esprit, et de dire, de toute façon, il faut toujours s'améliorer. Voilà. Et c'est important, aussi bien dans n'importe quelle industrie, et c'est ce que je dis aussi aux étudiants, ayez un esprit ouvert, c'est important. Voilà. En termes qualité pièces, qualité produit, disons, règles comme l'automobile, comme l'aéronautique, on est soumis à des réglementations, à des normes très strictes. Certaines sont spécifiques aux clients, certaines sont spécifiques à la région où on va situer, que ce soit l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord et l'Europe. On n'aura pas les mêmes réglementations, ce n'est pas les mêmes suivis. Maintenant, on travaille de plus en plus sur les nouveaux produits en collaboration directe avec les industriels et les grands donneurs d'ordre pour assouplir sur certaines parties des éléments, les normes de qualité qui n'ont pas lieu d'être. Beaucoup de règles de qualité évoluent, ça évolue systématiquement pour justement tendre à des produits plus performants et de meilleure qualité. J'imagine que vous avez plusieurs entreprises en France. Où sont-elles situées? Il y en a une à Blois pour Valeo. Alors, en France, le nom exact, je dirais même pas parce que je ne le connais pas. Par contre, il faut savoir que Valeo, c'est 80 000 personnes dans le monde. Hein, Ouais. donc, on est sur 29 pays. En France, je dirais, il y a à peu près une vingtaine de sites, Ouais. entre des sites de production, des sites de recherche et développement. Donc, ça en fait déjà beaucoup. Maintenant, voilà, c'est 80 000 personnes et on n'est pas trop orienté, même si Valeo est un site à l'origine, bien entendu, français, hein, on a conception plutôt mondiale, donc on n'est pas trop orienté sur, on va dire, sur le français en termes d'état d'esprit. Nous, on est beaucoup sur la partie Chine aussi, hein, important. Et on développe, bien entendu, des sites à droite et à gauche, Amérique du Nord, Amérique du Sud, un peu partout en Asie. Voilà. Donc en France, je dirais à peu près une vingtaine. Sur une partie, c'est du projecteur, comme je dis, des phares de véhicules, de l'embrayage, tous les systèmes de clim intérieur aussi, et puis tout ce que vous avez, le capteur, ultrasons, etc., qui existent sur les véhicules maintenant. Nous, on est complètement à l'opposé de Valeo, puisqu'on est une PME, on est 47. Ouais. On avait 2 sites de production à Blois encore l'année dernière, et depuis cet été, depuis août de 2015, on a fusionné les 2 entités sur le même site pour des raisons de praticité et d'uniformité. Donc en fait, vous vendez les pièces détachées que vous revendez à des fournisseurs qui ensuite assemblent les pièces pour former des voitures ou des produits d'aéronautique, c'est ça? Voilà. Nous, on va recevoir un cahier des charges, les plans techniques de pièces mécaniques dessinés par les bureaux d'études, des donneurs d'ordre, avec leurs spécificités techniques, leurs cotations, leurs normes. Nous, on va se charger de toute la partie réindustrialisation, donc conception en fait, de ce qu'on appelle les gammes d'usinage, quelles vont être les opérations à réaliser sur nos pièces pour avoir le produit final. L'objectif étant bien évidemment d'obtenir la qualité souhaitée au meilleur coût, parce qu'on est en concurrence par rapport à d'autres entreprises. Et ça, derrière, bien évidemment, on vend nos pièces aux assembleurs qui vont réaliser des sous-ensembles, les périphériques des moteurs d'avion ou les commandes de vol, tout ce qui va permettre de déplier les ailerons ou l'habitacle. Mais pour certaines pièces, on va travailler directement à l'unité sur des pièces qui ont ce qu'on appelle des programmes matures, donc qui sont pour des avions qui sont en condition de vol depuis près de 40 ans. On construit encore des pièces pour des avions tels que le Mirage 2000 pour l'armée. Voilà, où on va recevoir des fois même certaines pièces qui sont usagées et qu'on va nous demander de remettre en état. On va réparer. Bientôt, grâce au procédé de fabrication additive, on pourra venir rajouter de la matière. Et à l'heure actuelle, on vient réusiner ces pièces ou refabriquer des pièces suivant le besoin sur de la très petite série.
Alors nous, c'est un petit peu différent dans le sens où faut savoir qu'un constructeur automobile n'a pas tout son système intégré chez lui, c'est-à-dire qu'il ne fabrique pas tout. Voilà. Donc il fait appel à beaucoup d'équipementiers automobiles, donc Valeo, vous pouvez en trouver d'autres, hein, Forestia, etc. Là-dessus, donc, on travaille en partenariat avec ces constructeurs, notamment dans le design aussi du véhicule, où là, c'est le chef de projet, par exemple, de chez Renault, qui dit voilà, le nouveau véhicule sera de tel type, donc on donne un design. À partir de ça, on travaille en R&D avec eux sur certains sujets, notamment par exemple sur les projecteurs, où on va définir le style du véhicule, notamment du projecteur, donc qui est en adéquation avec sa demande, et on leur propose voilà, un projecteur complet avec toute la technologie embarquée. Voilà, donc c'est un exemple sur le projecteur. Et tous ces éléments-là sont, en fin de compte, le constructeur Renault va acheter beaucoup d'éléments, ça peut être du projecteur, toutes les planches de bord, etc. Et lui, après, va assembler chez lui sur ses lignes d'assemblage. Mais il a beaucoup, beaucoup de fournisseurs, dont des équipementiers automobiles. Enfin, pour terminer, une question, chacun votre tour, sur la thématique. Les métiers ont-ils un sexe? Est-ce qu'on pourrait avoir votre avis? Alors chez nous, je dirais moi, non, dans le sens où on a une mixité assez répandue chez Valo parce qu'on est un gros groupe. Maintenant, par rapport au passé, je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolution. Moi, maintenant, c'est clair, on n'entend plus parler de ça ou très peu. Moi, pourtant, ayant vu différents sites, différents, bien entendu, j'ai pas travaillé que chez Valeo, j'ai jamais ressenti ce type de choses. Alors peut-être exprès parce que les grands groupes sont plus ouverts que des petites PME, c'est possible. Maintenant, chaque métier, c'est pas un homme ou une femme, il n'y a pas de souci particulier. On retrouve des gens en qualité homme-femme, qu'aussi bien dans le technique. Moi, je vois même maintenant des choses qu'on ne voyait pas avant. Si on parlait par exemple tout à l'heure du métier de l'usinage dans le précédent interview, je vois maintenant des filles aussi faire de l'usinage, ce que je ne voyais pas moi il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Voilà, maintenant, je pense qu'il n'y a plus cette barrière, et c'est aussi bien, parce que les compétences sont les mêmes, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'où ça va être relativement similaire, sans être à la parité dans un atelier d'usinage, mais on a aussi du personnel féminin, aussi bien dans notre atelier que dans les services bureaux, où on est de plus en plus dans le recrutement, à l'heure actuelle en phase de croissance, et on est sur les dernières embauches, c'était un homme ou une femme. On était arrivé à l'équilibre. Il n'y a plus de discrimination ou de barrière à ce niveau-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à vous deux. Et on passe le relais au lycée Augustin Thierry pour le plateau télé. Merci. Merci. Merci beaucoup.